C'est parti, épisode 4 de notre podcast. Ça va Arthur? La forme? Super, la forme. Surtout que là, c'est ce qu'on préfère, c'est parler de la release note, des notes de version, donc des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on est en septembre, début septembre 2025. Du coup, on va parler de tout ce qui est sorti en août. J'ai fait une petite sélection des sujets dont on va discuter. Et au passage, je vous rappelle, on travaille du coup chez Aido, on est des experts en work management, donc on peut vous aider à y voir clair dans votre organisation, dans vos objectifs, dans vos projets, plus particulièrement en utilisant du coup l'outil Asana. Prêt? On y va, Arthur? Allez, c'est parti, j'ai hâte de savoir ce que tu nous réserves. Alors, avant d'attaquer, je voulais faire un coup de gueule. C'est pas souvent, mais je voulais faire un coup de gueule. Je pense que j'ai le droit parce que je suis un des. C'est pas envers toi, t'inquiète pas. Mais en tant que plus grand fan d'Asana dans le monde depuis des années, je pense que j'ai le droit un peu de me plaindre de temps en temps. Et je voulais pousser un coup de gueule contre la traduction des notes de version en français qui n'est pas bonne. Je pense qu'ils utilisent de l'IA pour faire de la traduction. Malheureusement, c'est actuellement pas relu. Et du coup, on tombe sur des petites pépites. Donc, on fait en sorte de faire remonter ces infos auprès d'Asana. Là, je vais me battre. C'est un peu mon cheval de bataille du moment. Je vais me battre pour que ces notes de version soient relues. Mais du coup, on tombe sur des choses comme, alors là, c'était la pépite de ce mois-ci, la vue swim lane dont on va parler, qui permet d'avoir des lignes dans une vue en colonne s'appelle du coup la vue nageur à bord en français. Voilà, très drôle mais pas très pratique quand on essaie de comprendre en quoi consiste la fonctionnalité. Et il y a d'autres comme ça, petites pépites dans la version française de la release note. On y va, j'ai 2, 4, 6 points que j'ai mis dans le top de choses à revoir sur ce mois d'août. Le premier, c'est la recherche qui s'est améliorée avec deux choses qui sont des toutes petites choses mais qui sont hyper utiles et on va pouvoir le montrer d'ailleurs à l'écran. Si tu veux partager ton écran, je t'en prie, vas-y. La première chose, c'est le fait de pouvoir rechercher dans un projet directement avec un petit icône loop qui est apparu en haut à droite d'un projet. Donc Arthur va partager, on va jeter un œil. Pour ceux qui nous écoutent, je vais vous décrire un peu ce qu'il y a à l'écran. Mais donc Arthur va dans un projet Asana, dans la vue liste notamment. Et du coup, en haut à droite est apparu, à côté des filtres et des tris, une petite loupe qui permet d'aller rechercher à l'intérieur d'un projet rapidement en se basant sur le nom des tâches. Donc c'est pas plus que ça. Je pense que s'il y a des filtres ou des tris qui sont activés, ils vont être maintenus, donc faites bien attention à ça. Mais ça peut être hyper pratique. Moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour retrouver des tâches très rapidement. Donc Super ça, très utile. cool. Avec d'ailleurs, un petit raccourci pour accéder à la recherche avancée qui est nouveau également et qui peut être très pratique. Au passage, et on parlait de traduction, vous remarquerez que en haut à droite, c'est écrit filtrer, trier, regrouper. Et avant, ça s'appelait groupe. Et donc, on leur avait dit, bah, ça n'a pas de sens parce qu'en français, il faudrait écrire le verbe. Et donc, je pense que c'est suite à notre retour qu'ils ont corrigé cette petite traduction. Donc, ça fait plaisir. Retour après retour, on va finir par traduire l'outil Asana en français. Sans être payé, magnifique. Si tu veux repartager, deuxième nouveauté dans la recherche, c'est la capacité d'ajouter des colonnes dans des résultats de recherche avancée. Alors ça, c'est énorme, hein, ça fait des années qu'on galère avec ça. Si on fait une recherche avancée sur n'importe quel critère, on peut maintenant rajouter des colonnes avec le bouton plus en haut à droite, tout à droite, l'autre droite, Alors là, pardon. ouais, excuse-moi. Et donc vous pouvez rajouter des champs. Alors idéalement c'est des champs qui sont présents dans les projets en question, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous verrez des cases vides. Mais ça c'est extrêmement pratique, notamment pour voir des valeurs sur lesquelles vous ne voulez pas filtrer. Puisqu'en fait jusqu'à maintenant ce qu'il fallait faire, il fallait rajouter une sorte de filtre, mais qui prenait toutes les valeurs malgré tout pour que la colonne apparaisse. Du coup extrêmement pratique d'avoir enfin cette colonne. Super, super pratique. Sans avoir à retourner dans les filtres pour bidouiller, trouver le champ, Oui, et puis etc. Super. filtrer sur un champ sur lequel on ne voulait pas filtrer, ça faisait un peu bricolage, donc c'était pas très pratique. Donc Et ça, pour c'est une toute rappel, petite nouveauté, mais très pratique. La vue recherche avancée, elle peut être sauvegardée. Donc, chaque recherche peut être sauvegardée avec le petit bouton ici favori. Et vous pouvez lui donner un nom. Ma recherche. Et ensuite, vous allez pouvoir y accéder facilement. Elle va se retrouver donc dans vos favoris. Dans la liste de vos favoris, vous allez retrouver ici votre recherche. Très pratique.
Et pour ceux qui continuent de partager, parce qu'après j'ai autre chose que je voudrais montrer, mais pour ceux qui ont l'œil affûté, vous remarquerez que la barre de navigation est complètement différente. On a actuellement accès à la bêta de cette nouvelle barre de navigation qui va pas tarder à arriver, qui demande un petit peu d'habitude, mais qui permet d'accéder à des choses très pratiques, notamment dans la partie processus, où on a un accès direct à la liste des règles, la liste des champs, la liste des modèles et la liste des actions groupées. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Alors, il n'y a pas de filtre, enfin, il y a des filtres, mais très très limités. Il n'y a pas de recherche pour l'instant, donc ça permet pas de faire tout ce qu'on voudrait, mais c'est quand même très très prometteur. Tout à Notamment fait. l'accès aux actions groupées, c'était un peu compliqué, il fallait passer par un projet, c'était vraiment pas idéal. Mais ça demande un petit peu de temps quand même à s'habituer, hein. Le jour où ils vont la sortir, je pense que les utilisateurs vont prendre un petit peu de temps pour s'y retrouver sur cette nouvelle barre de navigation. Alors, ils vont surtout, la moitié d'entre eux vont demander sur le forum à revenir à la version d'avant. Et Asana dira non et il y aura cette nouvelle version. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, donc Asana, comme la plupart des outils, met à jour l'interface, rajoute des fonctionnalités et on peut quasiment jamais revenir en arrière. Puisqu'en fait, revenir en arrière, ça voudrait dire que des développeurs de l'application doivent à tout moment gérer plusieurs versions. Et pour l'anecdote, historiquement, l'application Basecamp, qui est un équivalent un petit peu d'Asana, était connue pour maintenir plusieurs versions parce que justement, ils ne voulaient pas imposer des nouveaux designs aux clients, et du coup, ils avaient, je sais plus, 4, 5, 6 versions différentes de l'appli qui tournaient pour ne pas perturber les clients. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, ça devait leur coûter énormément d'argent et de charge mentale pour arriver à gérer tout ça. C'est malheureusement pas le cas d'Asana, hein, donc forcément, quand il y a une nouvelle barre de navigation, bah, il faut s'habituer assez vite parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'Asana fait quand même beaucoup de tests, toute une phase de A/B testing. Certains clients sont testés en fonction des réactions, des feedbacks. Ensuite, il y a une version qui est mise en ligne, qui évolue parfois un petit peu. Donc, c'est jamais au hasard, hein, ce genre de lancement. C'est tout un travail de recherche en termes de fonctionnalité et du UI, d'interface utilisateur. Tout à fait. Et on a la chance, notamment avec Arthur, de discuter régulièrement avec les product managers et leur faire des retours précis sur ces fonctionnalités-là avant qu'elles sortent. Et j'en profite, hein, je digresse, mais très souvent, quand Asana sort une nouvelle fonctionnalité, ils sortent une version assez simple, assez cœur de cette fonctionnalité, et ils font ensuite ce qu'on appelle un fast follow. Donc, dans les semaines à venir, ils sortent des améliorations de la fonctionnalité pour aller un petit peu plus loin. Et ils font ça puisqu'en fait, ça leur permet de récolter des premiers avis clients, de comprendre ce qui est le plus important pour les clients et de sortir en premier ces améliorations plutôt que ce qu'ils avaient éventuellement en tête qui aurait pu être différent de ce que les gens voulaient. Deuxième nouveauté, la possibilité de créer des règles en expliquant ce qu'on veut avec des phrases. Et donc pour ça, il faut aller dans un projet, il faut aller dans personnaliser, dans l'éditeur de règles. Il faut créer une règle AI Studio. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on va pouvoir créer des règles qui n'utilisent pas AI Studio en expliquant? On va faire le test en direct, on va voir. Et en fait, si tu vas dans Créer, exactement, en bas à gauche, un petit bouton Créer qui te permet d'expliquer ce que tu veux. Et donc, Asana va comprendre la demande et va rajouter les déclencheurs, les conditions et les actions qui correspondent à la demande. Alors là, c'est un test, hein. Là, moi, je l'ai jamais testé personnellement, donc on va voir si Arthur est créatif et a des bonnes idées. Et on va voir si ça fonctionne en direct. Donc là, Arthur demande à créer une règle qui va choisir la meilleure personne pour chaque tâche en fonction de sa charge de travail. Donc là, on va vraiment être sur une fonctionnalité AI Studio qui va utiliser l'analyse de la charge. Alors, j'ai lancé, ça tourne un petit peu. Et donc, on s'attend à ce que l'éditeur configure la règle et aussi qu'il propose un prompt IA associé avec cette règle. Alors, on voit que ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors, la règle est configurée telle que quand une nouvelle tâche ajoutée à ce projet, si la tâche n'a pas encore été assignée comme condition, c'est bien. Ensuite, on vient choisir un responsable et ajouter un commentaire. Franchement, c'est pas mal hein, en termes de Ouais. configuration. Et on a un prompt IA qui a été ajouté dans l'éditeur de prompt AI Studio qui semble être pertinent. On peut essayer de faire tourner la règle pour voir si ça fonctionne. Je vois qu'il y a quand même une petite erreur ici parce qu'il y a un outil qui permet de détecter automatiquement s'il y a des erreurs dans le prompt.
On refera peut-être une vidéo là-dessus, hein. Je veux pas qu'on passe trop de temps parce qu'on a plein de choses à voir pour la roadmap, mais ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc n'hésitez pas à utiliser ce système, sauf si vous connaissez très bien Asana, et dans ce cas-là, ça va quasiment aussi vite de remplir les déclencheurs, les conditions et les actions. Troisième sujet qui était sorti et qui a disparu, c'est la possibilité d'attribuer du temps passé à un projet. Donc pour ceux qui font du tracking de temps dans Asana, vous avez des colonnes durée estimée de temps effectif comme on le voit sur l'écran d'Arthur. Et dans la colonne temps effectif, lorsque vous imputiez du temps et que la tâche appartenait à plusieurs projets, il fallait préciser à quel projet appartenait l'imputation. Là, c'est encore le cas dans l'espace de démo. Mais en fait, cette fonctionnalité, elle a été introduite pour tout le monde et elle a disparu pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle est partie dans un add-on qui va bientôt sortir, qui est un add-on payant qui permettra d'accéder à des fonctionnalités autour du suivi du temps. Avec, je rentre pas dans les détails parce que je suis pas certain de savoir ce que j'ai le droit de dire exactement, mais dans l'univers des timesheets, il va y avoir la possibilité de faire pas mal de choses et cette fonctionnalité, du coup, est partie dans cet add-on payant. Au passage, beaucoup de gens en fait se plaignaient de cette fonctionnalité et ne voulaient pas avoir à préciser le projet en question. Et encore une fois, hein, comme souvent, il y avait un débat entre des gens qui trouvaient ça extrêmement utile et d'autres qui auraient aimé pouvoir désactiver cette fonctionnalité au global. Donc Asana a tranché et l'a mise dans une add-on payante qui sortira bientôt. Et donc, pour bien préciser ce que c'est, hein, si la tâche appartient à plusieurs projets, on avait la possibilité de choisir pour quel de ces projets on venait imputer du temps effectif. Et c'est ça qui n'est plus possible. On peut plus choisir le projet d'appartenance. Et la fonctionnalité qui allait avec ça, c'est que si tu vas dans le menu en haut du projet et que tu vas dans Exporter, tu as deux choses. Tu as les tâches du projet que tu peux exporter en CSV et tu as la saisie des temps que tu peux exporter pour ce projet spécifiquement. Donc là, on commençait à entrevoir effectivement l'univers des timesheets où on avait du temps qui était vraiment lié à un projet spécifique et à une personne du coup. Tout à fait. Autre fonctionnalité qui est sortie, c'est une amélioration des champs personnalisés privés. C'est une fonctionnalité qui est pour le plan Enterprise d'Asana. Donc je vous rappelle, les plans c'est Starter, Advanced, Enterprise, Enterprise Plus. Donc à partir d'Enterprise, il est possible de créer des champs qui sont privés, c'est-à-dire des champs que seules certaines personnes ont le droit de voir. Cette capacité peut être assez utile, notamment si vous stockez des coûts, des budgets, des dépenses, des priorités, des choses comme ça. Moi personnellement, je l'ai jamais utilisé. Je sais que ça existe et parfois j'en parle avec les clients, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en créer un. En tout cas, la nouveauté, donc ça existe depuis un bon moment, hein, les champs privés. Mais la nouveauté, c'est que ces champs privés sont maintenant disponibles dans les règles et dans les actions groupées. Et donc Ah, tu peux là, nous rappeler. euh, eh ben, Pardon. je peux Est-ce que pas te tu peux rappeler où nous. c'est parce que je sais pas où c'est. Moi aussi, je m'attendais à le voir ici. Ah si, c'est peut-être dans les préférences du projet, ouais. Par ici, gérer les autorisations Euh, du projet. Et là, tu vas avoir les restrictions sur les champs. Est-ce que c'est là que tu vas décider qui est-ce qui peut les voir? Non, là, c'est qu'est-ce qui peut les modifier? Eh ben, c'est peut-être un problème de l'espace de démo qui n'a pas accès à cette fonctionnalité. On va continuer à chercher, on vous redira. En tout cas, ça peut être utile pour cacher certaines informations. La nouveauté, c'est qu'ils sont dispo dans les règles et dans les Ah, actions groupées. Ah voilà, champ privé, j'ai parfait. trouvé, ouais, tout à fait. Donc, Ouais, c'est un peu caché. c'est dans le gérer, il faut aller dans la partie personnalisation du champ. Ensuite, on va dans gérer l'accès en haut à droite. Et là-dedans, on peut choisir l'accès. On change membre du projet à champ privé. Et en effet, comme le disait Bastien, avant, on avait peur de le faire ça parce que ça cassait des règles et c'était pas disponible dans les actions groupées. Et c'est ça maintenant qui est possible. Donc, globalement, des champs privés qui sont mieux exploitables par les utilisateurs Asana. Et là, on est clairement sur un cas de ce qu'on appelle un fast follow. Donc, les champs privés sont sortis rapidement, trop rapidement selon certains. Et du coup, ces champs privés ne pouvaient pas être utilisés dans des règles, dans des actions groupées, dans des formulaires. Et donc là, petit à petit, Asana rajoute des bouts. Et donc, on peut maintenant les utiliser dans des règles et dans des actions groupées avec, du coup, pas mal de contraintes. C'est-à-dire qu'une règle qui contient, qui impacte un champ privé, forcément ne peut être créée que par une personne qui a accès à ce champ privé, ce qui d'une certaine manière va en fait bloquer les capacités d'édition de cette règle.
puisque une personne qui n'a pas le droit de voir le champ ne peut évidemment pas changer la règle. Donc, il faut bien garder ça en tête. Mais tout ça peut être assez utile. Nous, on a des clients qui parfois nous demandaient spécifiquement la capacité de cacher les champs. Et donc, bah, c'est enfin arrivé. Si je peux faire un petit feedback, je pense que depuis à peu près un an, il y a vraiment de plus en plus de fonctionnalités d'accès granulaire. On peut vraiment choisir qui voit quoi, qui peut modifier quoi. On peut vraiment travailler là-dessus. Mais c'est assez compliqué quand même à trouver comment on fait ça, dans quel menu choisir, comment avoir une stratégie qui fonctionne. Voilà, un petit feedback pour Asana. Ouais, c'est des demandes qui arrivent hein, de la part des plus grandes entreprises, notamment en ce moment j'accompagne une banque, ils ont des demandes extrêmement précises en termes de sécurité et on va en reparler juste après avec d'autres nouveautés. Et donc c'est pour ça qu'Asana rajoute ces fonctionnalités-là qui sont bien souvent disponibles dans le plan Enterprise qui est un des plans les plus onéreux évidemment. Autre nouveauté que je trouvais intéressante qui démontre aussi un certain changement de philosophie, c'est la capacité d'exporter les tableaux de bord de portefeuille vers le format PowerPoint. Donc si tu vas ici, tu peux exporter au format PowerPoint. Je pense que là, le périmètre en question, c'était le tableau de bord lui-même. Donc si tu vas aller vérifier dans la partie... Bah tiens, d'ailleurs, on voit ajouter des vues à votre exportation, on peut rajouter le tableau de bord. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'Asana a refusé de faire pendant très longtemps. Je pense que la volonté, c'était que les utilisateurs viennent à l'intérieur de l'outil pour pouvoir consulter des données, hein. Quand nous, on expliquait et qu'on déployait Asana, on disait aux gens, bah, il faut que le directeur, il faut que le président, il soit dans Asana pour aller voir les données. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disaient, c'est pas envisageable de faire ça. Le directeur, il voudra pas venir, ou le directeur, il a un format précis PowerPoint qu'il attend avec un certain design, donc on peut pas se permettre de lui présenter quelque chose qui est différent. En tout cas, pour la transition depuis les outils d'avant vers Asana, c'est pas possible. Donc ça va vous permettre de récolter un certain nombre d'infos dans PowerPoint et ensuite éventuellement d'appliquer votre masque avec le logo de votre entreprise si vous voulez. Et donc, cet export PowerPoint, il a été rajouté à certains endroits de l'application et on peut parier qu'il va être rajouté à d'autres endroits pour faciliter un petit peu cette adoption. Alors il y a du travail à faire, hein, évidemment. Ici, les statuts sont un petit peu trop longs, mais malgré tout, ça mâche quand même le travail. Et on sait par expérience qu'il y a des gens, on pense à vous, hein, mais qui passent plusieurs heures, voire même plusieurs jours par semaine à créer des tableaux de bord pour des personnes en position de décisionnaire. Et donc ça peut leur faire gagner beaucoup de temps. Très bien. Pas de commentaires, Arthur. Pas de commentaire, j'exploite pas trop parce que j'ai tendance à vouloir Ouais. suggérer à mes clients de travailler plutôt dans Asana, de rester dans Asana, d'inviter aussi les stakeholders dans l'outil. Et je trouve qu'il y a vraiment de la valeur à le faire comme ça sans pour autant basculer sur d'autres outils. Mais après, je comprends que parfois il y a des besoins spécifiques. C'est sûr que l'idéal, c'est un président qui se connecte à des tableaux de bord quand il a besoin, qui navigue, qui crée même ses propres graphiques, qui clique sur les données pour aller se promener. Ça, c'est évidemment l'idéal. Mais il y a pas mal de gens qui préfèrent avoir juste des PowerPoint qui ont un certain format qui leur sont livrés régulièrement. La dernière fonctionnalité que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui est très technique, qui est disponible dans Enterprise Plus. Donc là, c'est le plan le plus élevé et qui sera notamment utile pour tout ce qui est banque. C'est la capacité de créer une liste d'adresses IP autorisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez maintenant préciser l'adresse IP de vos bureaux, donc l'adresse Internet de la box Internet, entre guillemets, des bureaux que vous avez dans le monde, et ne permettre l'accès à Asana que depuis ces bureaux-là. Ce qui fait que des personnes qui seraient en mobilité ou des personnes qui auraient réussi à pirater un compte de quelqu'un mais qui ne sont pas physiquement dans les bureaux ne pourraient plus du coup accéder à Asana. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui vient de sortir. On a des clients qui l'utilisent déjà et qui vous permettent d'augmenter la sécurité. C'est souvent des demandes des services de sécurité pour les logiciels de ce type-là qui ne sont pas physiquement installés sur des serveurs dans vos bureaux. Intéressant. C'est intéressant de se dire qu'Asana, c'est un outil qui est à la fois pour n'importe quel type de boîte, avec toutes les fonctionnalités qui vont avec, mais aussi pour des très grands groupes qui ont vraiment des besoins très spécifiques. Et vraiment, je salue les équipes d'Asana qui sont capables d'avancer sur les deux, des besoins d'utilisateurs lambda et des besoins d'utilisateurs énormes. C'est intéressant. Et effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, et nous on a pas mal de clients dans ces domaines, mais il y a dans nos clients, on a des mairies.
des hôpitaux, des organisations gouvernementales, on a des ministères aussi, en France et à l'étranger. Donc Asana est vraiment utilisé par beaucoup d'industries et de types d'entreprises et d'organisations différentes. J'en ai fini pour le top. On peut passer à mon deuxième. Flop, non? Ah non, il n'y a pas de flop. Allons voir les nageurs à bord, si tu veux bien, si tu veux bien partager. Donc là, le terme en anglais, c'est swim lane, c'est des lignes de nage, la traduction officielle. Et donc, c'est la capacité dans une vue tableau, donc un Kanban classiquement pour ceux qui connaissent. Tu peux prendre n'importe quel projet, oui. Si tu affiches une vue Kanban, Un projet, pourquoi pas oui, voilà. RH, j'ai un autre projet RH de Non, mais celui-là, recrutement il est très bien. ici. Et donc, si Oui. tu vas dans la vue tableau, donc là, c'est une vue tableau classique avec des colonnes, et il est possible maintenant de créer donc des lignes de nage. Je pense qu'il faut que tu ailles dans regrouper, que tu crées un sous-groupe, notamment qui sera basé sur la catégorie d'idées. Et donc là, ça va créer des lignes à l'intérieur des colonnes, et avec la capacité de les refermer. Donc là, on voit bien, si on regarde événements, la ligne événement, qui est la troisième ligne, elle a des tâches dans deux colonnes différentes. Et ça peut être très utile, notamment si votre sous-groupe concerne le responsable. Vous pouvez avoir des lignes par personne, mais qui sont quand même rangées par colonne. Donc, personnellement, j'avais pas encore joué avec ça, mais dans certains cas, on peut avoir des workflows qui sont pas mal adaptés à ce genre de choses. Voilà, Intéressant. ouais, pas de commentaires supplémentaires, je pense. C'est ce genre de choses qui étaient disponibles dans des outils comme Jira depuis longtemps, et on a des utilisateurs qui sont contents de les retrouver. Euh, Très- Autre nouveauté, on fera pas de démo, mais l'importation CSV s'est améliorée. L'importation CSV, c'est un peu une aventure parfois, puisqu'en fait, quand on fournit un CSV à Asana, Asana essaye de faire correspondre les colonnes du CSV avec des colonnes de champs natifs dans Asana. Et si je vous donne un exemple, si dans votre CSV vous avez des dates dans une colonne, mais qu'une des dates a un mauvais format, finalement votre import ne fonctionnera pas, et vous aviez parfois un peu de mal à comprendre quelle était l'erreur qui empêchait l'import. Donc là, l'import CSV a été amélioré. Il y a des avertissements supplémentaires, notamment sur quelle est la ligne qui pose problème. Et il y a des messages qui vous permettent de faire ces importations beaucoup plus facilement. Sachant que, pour rappel, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je crois, Asana avait mis à disposition un importeur qui était beaucoup plus intelligent, qui en fait pouvait prendre n'importe quel document, typiquement un document Word, et s'occuper de faire l'import en décidant lui-même des tâches à créer. Si vous avez un CSV, c'est beaucoup mieux de faire un import classique CSV, mais si vous avez des documents qui sont beaucoup moins structurés, vous pouvez utiliser cet importateur intelligent. Ouais, alors je le montre juste sur l'écran. Donc, quand vous importez un fichier CSV, alors je refais la manip. On vient ici, on importe le fichier plus, on crée un projet. On vient choisir ici import de fichier CSV pour créer le projet. On lui donne un nom. On ajoute ici le fichier CSV. Il faut que ce soit absolument du CSV. Il ne faut pas que ce soit un fichier Excel. Il faut que ce soit CSV. Et ensuite, Asana vous propose, alors là, il ne m'a même pas proposé, ah oui, parce que justement, je suis parti sur un XLSX, c'est une bonne remarque. Si vous partez sur un format qui n'est pas CSV, il va justement vous proposer directement l'import intelligent d'Asana. Et si vous partez sur un CSV, c'est là qu'il va vous proposer les deux, soit l'import CSV classique, importé directement, soit l'import IA. Et nous, on vous conseille quand même souvent l'import direct, parce qu'il est beaucoup plus précis que l'import d'IA qui va pas forcément reprendre exactement ce que vous voulez. Est-ce que tu peux me montrer l'import, tu veux repartager, montrer l'import direct avec notamment cette capacité à décider comment les colonnes sont mappées. Voilà, donc quand vous êtes sur cet écran, ce qui est extrêmement important, c'est de cliquer non pas sur le bouton bleu qui est la chose vers laquelle on vous envoie, mais le bouton blanc qui est le apporter des modifications. Et si tu cliques dessus, du coup, on a la capacité, on voit que les entêtes de colonnes ont changé, on peut faire des mappings beaucoup plus précis sur quelle colonne CSV va dans quel champ Asana. Et c'est également ici qu'on va retrouver des erreurs. Donc par exemple, si tu déplies un des menus que tu avais ouvert, et que tu descends sur un champ comme la date d'échéance, tu vas avoir des infos. Par exemple, la ligne 5 n'est pas une date dans cette colonne. Et c'est ça qui peut aider à débugger la raison pour laquelle on ne peut pas en fait utiliser cette colonne pour un champ date.
Donc très pratique, mais ça demande un petit peu d'habitude et il faut connaître un petit peu les astuces. Autre nouveauté qui là est encore une fois c'est très précis, hein. Asana sort régulièrement des grosses fonctionnalités, mais globalement c'est quand même pas mal de petites améliorations à droite à gauche. C'est la capacité pour les modèles de tâches de respecter les heures de travail et les plannings de travail. Donc si tu vas dans personnaliser et dans n'importe quel projet, tu vas dans personnaliser, on va avoir dans la partie paramètres du projet à droite. Donc personnaliser tout en haut et en bas, tu as paramètres de projet. Là, on va avoir les plannings de travail qui permet de dire qu'on travaille, je sais pas, tous les jours sauf le vendredi par exemple, ou des jours ouvrables, et des modèles de tâches dans lesquels on va pouvoir définir des dates relatives, si je ne dis pas de bêtises, vont maintenant prendre en compte ces jours de travail. Donc typiquement, une tâche qu'on aurait planifiée à plus 2 jours, si on était un vendredi, elle ne tombera pas un dimanche, elle tombera bien un lundi. Et donc ça se fait au niveau du modèle, si je comprends bien. Je vais Alors dans moi je la parlais, partie... là la nouveauté c'est dans les modèles de tâches, pas les modèles de projet, mais je crois que les modèles de Ah, projet potentiellement ont aussi cette nouveauté maintenant. d'accord. Ok, donc là, si dans ton modèle de projet, tu as configuré cette partie-là, qui d'ailleurs, je ne sais pas trop où elle est située, Bah, en fait, euh, je pense qu'elle est pas. Non, elle est peut-être pas dans les modèles de projet, peut-être pas encore. peut-être pas encore. Ou peut-être dans paramètres, si tu reviens dans ton onglet et que tu vas dans la troisième étape paramètres. Non, pas encore. Donc c'est plutôt dans les modèles de tâches. Ok, donc le modèle de tâche sur ce projet va pouvoir respecter cette configuration-là, week-end, pas week-end, C'est etc. ça. Donc il n'y aura pas de Euh, nouveauté dans l'interface des modèles de tâches, c'est juste que si un planning est précisé, il sera pris en compte dans la création des tâches. Très bien. Et est-ce que tu sais si ça inclut aussi des règles qui viendraient créer des tâches ou des sous-tâches Bah, avec j'ai un doute. des J'ai un doute, j'avoue, je échéances? connais pas par cœur ce genre de choses, surtout que ça a tendance à beaucoup évoluer. Il me semble que les règles maintenant prennent ça en compte aussi. Généralement, dans un cas comme ça, on fait des tests parce qu'on se rappelle pas trop de la réponse. Et ça permet aussi de montrer au client, à l'utilisateur, comment faire ça. Mais j'avoue que je ne sais pas. Je sais que le nouveau champ qui s'appelle timer en anglais, qui permet de faire des SLA, donc de vérifier combien de temps un ticket est resté ouvert, prend en compte ce planning de travail. Donc typiquement, si quelqu'un ouvre un bug un vendredi et que vous résolvez le bug le lundi, le week-end aura été ignoré dans le temps de résolution du ticket. Ok, Qui sont encore une fois intéressant. des choses hyper précises, mais on a quand même plein de clients qui, s'ils veulent remplacer un outil de ticketing entier par Asana, bah, c'était la petite chose qui leur manquait. Très bien. Euh, Autre nouveauté, les couleurs ont changé. Alors là, j'ai pas l'impression de voir qu'elles ont changé, mais en fait, c'est tellement subtil que potentiellement la plupart des gens l'ont raté. Mais la palette de couleurs, si tu édites le champ, on va peut-être avoir si tu cliques sur une des couleurs à gauche, on va voir la palette, voilà. Cette palette a légèrement changé. Donc Asana change régulièrement dans les cas où des textes sont écrits. D'ailleurs, on le voit à droite dans ta colonne service. Quand les textes sont écrits sur des couleurs, je crois qu'historiquement, il y avait quelques textes qui étaient écrits en blanc sur certaines couleurs et on est passé à des textes qui sont systématiquement noirs. Donc il y a un travail de contraste qui a été modifié. La raison, c'est que des personnes qui auraient des déficits visuels, par exemple, avaient parfois du mal à lire ces options. Et donc ça a été corrigé. Et je crois qu'il y a un mode dédié, je ne sais pas s'il existe encore dans les paramètres, qui Oui, permet oui, notamment d'afficher le mode daltonien ici, qui tout vient à fait, changer les couleurs. tout à fait. Donc en parallèle de ça, ils font aussi des améliorations sur les couleurs à l'intérieur. Et vous ne pouvez toujours pas modifier les couleurs et proposer votre propre palette. Je crois que c'est quelque chose qui est à l'étude. Pour en avoir parlé avec des gens d'Asana et avoir un peu d'expérience sur le sujet, pour avoir moi-même dans le passé construit des applis, la raison pour laquelle on ne laisse pas les gens personnaliser les couleurs, c'est parce qu'en fait, si vous faites ça, l'outil devient assez vite assez moche en fait, parce que les gens choisissent des couleurs un peu n'importe comment. Et le problème, c'est que des personnes pourraient assimiler la mocheté à Asana, alors qu'en fait c'était simplement un mauvais choix d'une personne. Donc si vous laissez trop de liberté aux gens,
l'outil devient vraiment, typiquement les Skyblogs, on connaît tous les Skyblogs, c'était immonde parce que les gens pouvaient tout personnaliser. Et donc Asana, pour rester sérieux, pour le moment en tout cas, décidait de limiter les capacités de personnalisation. Mais comme il y a des clients importants qui commencent à réclamer, je crois que ça va potentiellement un petit peu changer à l'avenir. Et j'en profite pour te tendre une perche parce que je sais que toi, dans certains cas, tu es plutôt amateur des champs sans couleur Oui. pour peut-être pas trop chargé, alors que moi j'aime bien les couleurs justement. Tu nous expliques un peu? Carrément, là, alors là, c'est notre espace de démo. On a fait le choix de garder les couleurs, mais bah, moi, j'ai plusieurs problèmes. Le premier, c'est que si- mon œil est attiré par les couleurs déjà. Donc ici, la colonne service, elle n'a pas un intérêt particulier. Il n'y a aucune raison que je sois attiré par cette colonne. D'autant plus que la couleur rouge est utilisée pour la R&D, je vois pas pourquoi il y aurait du rouge qui est normalement synonyme d'erreur, de problème, de tâche en retard. Donc pour moi, c'est une erreur de goût que d'utiliser le rouge ici. Surtout qu'en fait, l'information importante de ce projet, c'est surtout cette fameuse tâche qui est en plein milieu et qui est en retard. Là, si je dessine sur ton écran, j'arrive pas. Ça y est. Ici, cette tâche qui est en retard, c'est ça qui est important. Et le problème, c'est que le fait d'avoir utilisé des couleurs dans le menu déroulant, bah, finalement, attire l'œil et permet de passer à côté de cette info. Donc ça, c'est la première chose. Le rouge est d'utiliser sans aucune bonne raison. Le vert est d'utiliser pour le service vente sans aucune bonne raison. Donc pour moi, ça ne sert absolument à rien. Sauf si en interne dans l'entreprise, vos services, ils ont vraiment des couleurs. C'est-à-dire que la R&D, leurs dossiers sont toujours rouges et leur bureau, il y a du rouge sur le mur. C'est pour moi le seul cas où il y a besoin de réutiliser des couleurs. Sinon, moi, je suis d'avis de mettre effectivement des options sans couleur. Parfois un émoticône devant pour quand même rendre la lecture plus facile et utiliser un petit peu de couleur sans pour autant attirer l'œil et distraire les personnes de ce qui est important. Ok, très intéressant. Ben, je trouve que la palette est pas finalement assez développée si on a vraiment envie de pas utiliser de rouge, pas utiliser les verts et de faire tourner un Ouais, peu les couleurs, qu'on a des longues listes, en fait, on manque de couleurs. Mais tout à j'entends fait. ce que tu dis, ouais. Tout à fait. Euh, Autre nouveauté qu'on attendait depuis très longtemps, c'est la capacité de créer plusieurs vues tableau de bord dans les projets. Donc là en haut, si tu cliques sur le bouton plus, tu vas avoir normalement la capacité de créer voilà, un deuxième tableau de bord. Et donc ça, c'est la première nouveauté. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est que cette vue tableau de bord, elle est vide. Et en fait, beaucoup d'entre nous, ce qu'ils faisaient quand ils arrivaient dans un nouveau projet, c'est qu'ils vidaient la vue tableau de bord parce qu'en fait, tous les graphes par défaut sont pas forcément très utiles. Donc on avait tendance à faire un grand ménage avant de rajouter des choses. Et du coup, bah là, on a une sorte de raccourci. On peut créer une deuxième vue qui est vide, supprimer la première, et on se retrouve du coup en deux clics avec une vue tableau de bord complètement vide. Intéressant. Ouais, c'est pratique, je pense, les différentes vues tableau de bord, surtout que quand on va un petit peu loin dans l'exploitation d'un tableau de bord, on est limité. Je crois qu'il y a un nombre Il y limité a de 20 graphiques graphiques. par Ouais. tableau de bord, tout à fait. Alors, en fonction des projets, ça peut être limitant. Donc là, c'est pas mal de pouvoir avoir différentes versions du coup de ce tableau de bord pour se concentrer sur peut-être des thématiques différentes à chaque fois. Carrément. Deux dernières nouveautés qui me paraissaient intéressantes et ensuite on clôturera. C'est l'intégration d'Asana avec Amazon Q, qui est un outil d'Amazon qui permet de poser des questions, qui permet à un employé de poser des questions à Amazon Q et Amazon Q va aller chercher ses réponses dans différents outils de l'entreprise et notamment maintenant il peut aller chercher ses réponses dans l'outil d'Asana. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais que certaines personnes qui utilisaient déjà Amazon Q sont très contents que Asana puisse être utilisé par l'index de cet outil. Dans la liste des exemples que j'ai sous les yeux, qui a été communiquée dans la release note, c'est des outils comme Google Drive, SharePoint, Slack, Gmail, Outlook et Salesforce qui étaient déjà disponibles dans Amazon Q. Et du coup, maintenant, Asana permet aussi de venir compléter un petit peu les réponses qui sont données. Et dernière chose, encore une fois, une toute petite nouveauté, mais qui change la vie pour certains, notamment ceux qui parlent beaucoup en numéro de semaine. Donc là, nous sommes la semaine, moi j'avoue que je fonctionne pas du tout comme ça, mais nous sommes la semaine 36. Donc il y a certains, toute leur vie est basée sur le numéro de la semaine. Ce numéro de semaine, il commence à être utilisé à différents endroits. Donc là, il est utilisé notamment dans la vue Capacity Planning, plan de capacité, et gestion des ressources, où je pense qu'en fonction de votre zoom, vous allez avoir des numéros de semaine qui vont apparaître. Donc là, si tu dézoomes,
Ou alors semaine. Je sais pas à quel endroit il apparaît. J'avoue que j'ai pas testé. Ouais, là je sais pas où il apparaît, mais en tout cas, c'est ce qu'indiquait la mise à jour de la release. Afficher les numéros de semaine, j'ai Ah bah trouvé une voilà, ouais, il option y a une là. option. Voilà. Pour une fois, ils ont mis une option, tu vois. Voilà, donc si Euh, vous utilisez les numéros de semaine dans votre travail, vous serez content de voir que ça a été rajouté ici et dans la vue charge de travail. charge de travail, c'est gestion des ressources, c'est ça? Gestion des ressources, pardon. Gestion des ressources, où là on peut aussi, en allant dans les options, aller Option de dans options de disposition. disposition. Alors là, il y est Et pas. Est-ce que si tu changes ton zoom pour passer sur une vue par semaine, peut-être? ah ouais, il faut Voilà. aller d'abord sur le zoom semaine. Ouais. Et ensuite, une fois sur le zoom semaine, on vient dans les options. Et là, on a un petit numéro de semaine qui apparaît à côté de la date du lundi probablement. Bon à savoir. Donc voilà pour les nouveautés importantes et utiles. Après, j'avais listé quelques autres nouveautés, je vous les liste rapidement. L'API permet maintenant d'accéder à ce qu'on appelle des scopes. Donc en fait, les applications qui demandent des autorisations au niveau de l'API vont demander des autorisations qui sont liées spécifiquement à un workspace et non pas à plusieurs workspaces et liées à certaines fonctionnalités et pas toutes. Je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé par cette nouveauté. La console d'admin dispose d'un mode sombre. On peut créer des tâches issues de modèles de types de tâches pardon, sur mobile. Donc si vous avez créé des types de tâches personnalisées, on a fait une vidéo là-dessus récemment, on peut maintenant utiliser ces types de tâches sur mobile. On peut convertir des tâches en jalons via des règles. J'avoue que je pensais que c'était déjà disponible, donc ça a été rajouté. Et deux intégrations qui ont été améliorées, l'intégration avec Power BI et l'intégration avec Tableau. Voilà, donc un mois d'août relativement calme, on n'a pas eu des grosses nouveautés, mais plein de petites améliorations à droite à gauche. Super, j'en profite pour dire que en complément de cette vidéo et de ce podcast, on édite aussi une newsletter justement sur les nouvelles fonctionnalités Asana qui sortent tous les mois. Et dedans, vous avez aussi le lien vers la documentation, vous avez des petits tips et tout. Donc, ça peut être le coup. On remettra le lien dans la description de cette vidéo. Tout à fait. Merci Arthur. Effectivement, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à lire les autres contenus qu'on produit, la newsletter, nos comptes LinkedIn, nos comptes YouTube. Et si vous voulez des démos personnalisées, si vous voulez des licences Asana, si vous voulez changer de plan, on peut vous y aider en faisant des démos ou en vous accompagnant dans ce processus. Merci Arthur, à la semaine prochaine. Super, à bientôt. Allez.